des noms, certains noms que je connais. Et je suis ravie d'être là pour vous proposer l'intervention de cet après-midi que j'ai intitulée, pour ce qui me concerne, hypersensibilité, atypie et burn-out existentiel, un défi d'incarnation. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Amandine Potier, je suis psychologue et bioénergéticienne. Ce qui m'amène à vous proposer cette thématique-là aujourd'hui, c'est pas que je sois spécialiste des neuroatypies, donc je ne vais pas parler de cette place-là, c'est plutôt que dans mon parcours personnel, depuis toute petite, j'ai conscience qu'il y a d'autres réalités, j'ai des expériences d'autres vibrations, d'autres champs de fréquences, et donc je ne comprenais pas en fait comment fonctionnait le cerveau humain, comment fonctionnait la psychologie humaine. Et du coup, c'est ça qui m'a amenée à vouloir devenir psychologue. Et puis ensuite, j'ai associé des techniques vibratoires et ma compréhension du champ de conscience à mon activité d'aujourd'hui. Et voilà, c'est ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui. Et puis, de fil en aiguille, en fait, les personnes qui viennent auprès de moi en consultation, en séance ou dans ce que je propose, eh bien, j'ai remarqué que systématiquement, ce sont des personnes qui ont un profil diagnostiqué ou pas, mais en tout cas avec une forte suspicion de neuroatypie ou d'hypersensibilité. Donc j'en suis venue à m'intéresser plus particulièrement à cette question-là, sachant que dans ce que je propose aujourd'hui, ce qui est important pour moi, en fait, c'est d'associer vraiment, d'être dans ce pont, en fait, cette interconnexion entre la compréhension du fonctionnement psychologique et la compréhension d'un champ élargi de conscience, et du coup, comment on peut réunir les deux, et comment on peut trouver sa place ici, dans cette incarnation, avec ces différentes dimensions de nous-mêmes, tout en nous sentant bien ici. Et donc, ça va être l'objet de ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, je suis pas une spécialiste des neuroatypies. Je suis pas non plus très fan des étiquettes parce que souvent je les trouve enfermantes. Mais je vais vous proposer quand même de commencer cette intervention en récapitulant un petit peu ce qu'on entend par neuroatypie, ce qu'on entend par hypersensibilité, euh, d'un point de vue diagnostique en fait, dans un premier temps, sachant que l'idée, ça sera d'entendre tout ça. euh, dans un nuancier, en fait, dans des gammes de fréquences. C'est une question de curseur. Quand on parle de neuroatypie, on va parler de troubles. Moi, je n'entends pas ces notions-là sous forme de troubles, mais plutôt dans un champ de spécificité dont il va falloir prendre de spécificité qu'il va falloir prendre en compte pour se connaître et pour savoir comment on peut se positionner sans être à côté de ce qui se passe ici, en fait, dans le champ d'incarnation. Donc, je vous propose un petit récap dans un premier temps de ces différents niveaux de neuroatypie. Donc, hypersensibilité, neuroatypie. Alors, hypersensibilité, c'est pas un diagnostic posé, c'est plutôt un trait de personnalité. On va être dans une sensibilité qui va être accrue aux stimuli émotionnels et sensoriels. Donc ça veut dire qu'on va être très sensible aux émotions des autres, très sensible y compris à ce qu'on ne perçoit pas mais qu'on ressent dans notre corps, qu'on va pouvoir avoir une sensibilité particulière à la lumière, au son, que tout ça va être décuplé et prendre beaucoup de place. On a une réponse interne aux émotions qui va être très intense et on a une profondeur du traitement de l'information qui va être différente, ce qui génère une surcharge émotionnelle, une surcharge aussi au niveau des pensées et ce qui peut engendrer de la fatigue, notamment une fatigue après l'exposition sensorielle ou sociale aux différents stimuli. Ce qui fait que, par exemple, on peut passer une heure de temps en réunion et se sentir épuisé après. On peut être épuisé après un repas de famille qui aura duré 2 heures, etc. Voilà, on va avoir vraiment une hypersensibilité à tous ces stimuli. Je fais une petite aparté parce que pour moi, l'hypersensibilité, elle est aussi à mettre en lien avec souvent des parcours de personnes qui sont dans des parcours de résilience, avec parfois des expériences psychotraumatiques qui vont avoir engendré cette hypersensibilité, c'est-à-dire que l'hypersensibilité, on la retrouve aussi dans une forme d'hypervigilance parce que
quand on a vécu des chocs émotionnels intenses, eh ben, on va être en état d'alerte, en vigilance, en état d'hypervigilance par rapport à tous les stimuli extérieurs. Et donc, on développe aussi une forme d'hypersensibilité. Pour moi, du coup, la question de l'hypersensibilité et du trauma, elle peut être très en corrélation. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'hypersensibilité. Si on parle des neuroatypies, donc c'est un sujet qui est assez, enfin, dont on entend beaucoup parler actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par neuroatypie? Je vais vous parler des grandes catégories identifiées actuellement. Donc le TSA, le trouble du spectre autistique. Je vais parler plus spécifiquement du TSA sans déficience intellectuelle, parce que là aussi, on parle de spectre autistique, donc la gamme est très large. Ce qu'on va appeler les symptômes vont être très variables aussi en fonction des personnes. On parle aussi du TDAH, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On parle des fonctionnements qu'on va appeler HPI ou HPE, au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel. Et puis on parle aussi de tous les troubles qu'on va catégoriser comme les troubles dysorthographiques, dyscalculie, etc. Je vous fais un bref récap sur les grandes lignes des trois principaux. Donc le TSA, le trouble du spectre autistique, il va se caractériser comment? Ça va être une difficulté dans la communication et les interactions sociales, avec une difficulté à identifier ou à comprendre les codes sociaux, ce qui va créer une forme de décalage, en général dès la plus tendre enfance, enfin dès l'enfance, à la différence de l'hypersensibilité qui va être, qui est pas forcément neurodéveloppementale, le TSA, le TDAH, les troubles 10, etc. Ce sont des troubles qu'on identifie, enfin qui sont catégorisés comme troubles et qu'on identifie dès l'enfance. Donc le TSA, la personne qui est dans un trouble du spectre autistique, elle va aussi avoir besoin de routine. Les changements vont être source d'inquiétude, ce qui va générer aussi une forme de rigidité, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'un cadre qui va être le cadre rassurant, et puis la personne va développer ce qu'on va appeler des intérêts spécifiques, c'est-à-dire qu'elle va creuser un sujet très profondément, elle va se passionner pour quelque chose. On retrouve ces traits-là. Souvent, une grande maturité aussi dès l'enfance. Je parle du TSA sans déficience intellectuelle, donc une grande maturité dès l'enfance avec un décalage avec les pairs, une absence de une absence d'intérêt commun, en tout cas, voilà, des valeurs différentes, une impossibilité à rentrer, en fait, dans le cadre des autres, avec une difficulté à comprendre ce cadre. Ça peut donner aussi, par exemple, des difficultés à comprendre l'humour ou à comprendre le second degré ou à ne pas avoir la même forme d'humour que les autres. Ça peut être aussi, en corrélation avec l'hypersensibilité, des réactions qui vont être très fortes au bruit, au stress ou en cas de changement. Et puis, un désintérêt total, par exemple, pour les conversations qui vont paraître habituelles pour les autres. Par exemple, les discussions à la machine à café, etc. Ce qu'il faut savoir sur le TSA, c'est que c'est pas forcément visible. On parlera on parlera de certaines techniques de compensation. Notamment, c'est encore moins visible chez les femmes parce que dans le conditionnement social, quand on est une femme, on apprend très tôt à répondre au code. Et donc, il y a beaucoup de ce qu'on va appeler du masking ou du camouflage qui fait que souvent, c'est détecté très tard. Souvent à l'occasion d'un burn-out d'ailleurs. Voilà pour le TSA. Le TDAH va être caractérisé par de l'inattention, des oublis, des erreurs d'inattention, une hyperactivité, mais qui peut être qui est pas forcément externe, qui peut être interne aussi, c'est-à-dire une hyperstimulation dans la pensée, avec une impulsivité qui n'est pas forcément extérieure non plus. Ça peut donner des gens qui vont interrompre fréquemment les conversations, qui vont être plutôt dissipés. Et souvent, on remarque ces symptômes-là avant l'âge de 12 ans et on retrouve ces caractéristiques communes à la fois à l'école, à la maison, au travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les différents lieux dans lesquels on se trouve. Et puis, un tout petit point sur le HPI, donc le haut potentiel intellectuel. Donc là, c'est pareil, c'est pas un diagnostic du DSM, mais par contre, il y a des tests qui permettent de l'évaluer. Et donc là, on va retrouver un QI, un quotient intellectuel supérieur à 130.
une pensée très rapide et souvent divergente par rapport à la norme, une curiosité intellectuelle élevée et des apprentissages qui vont être beaucoup plus rapides que la moyenne. Voilà, donc je veux pas vous noyer là-dedans, c'était simplement pour savoir de quoi on parle au départ, sachant que tout ce que j'ai évoqué avec vous ici, en fait, il y a des intrications. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi j'aime bien nuancer et que, en fait, on peut retrouver des caractéristiques de chacune des neuroatypies dont je vous ai parlé brièvement là. Elles s'imbriquent les unes dans les autres et souvent il y a plusieurs diagnostics communs. C'est pour ça que c'est une question de curseur. Aujourd'hui, dans les études mondiales, on estime qu'il y a environ une personne sur cinq qui est concernée par une de ces neurodivergences, une de ces neuroatypies, ce qui est considérable. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, en fait, ça a toujours existé. Peut-être qu'aujourd'hui, on sait mieux les identifier et que ça devient un véritable sujet. Pourquoi ça devient un véritable sujet? Euh, on sait mieux les identifier et il y en a possiblement de plus en plus. J'accueille beaucoup d'enfants aussi en séance. Les enfants que j'accueille aujourd'hui, alors évidemment, moi j'ai un biais de confirmation parce que j'ai que cela, donc je peux pas parler pour tous les enfants, mais en tout cas, dans leur fonctionnement, ils sont de plus en plus sur ces registres et sur ces terrains-là. Du coup, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui de voir ensemble, en tout cas c'est l'hypothèse que je formule, c'est de pouvoir se dire que plutôt que de considérer ça comme un trouble, c'est de pouvoir considérer ça, d'envisager l'hypothèse que ces neuroatypies, en fait, c'est la nouvelle norme de demain. Euh, Est-ce qu'on peut considérer, en tout cas moi c'est l'hypothèse que je fais, que cette expérience de ce qu'on appelle la neuroatypie, elle n'est pas seulement, pour moi en tout cas, neurologique. Pour moi, elle reflète une dimension, alors qu'on peut appeler une dimension spirituelle, mais j'aime de moins en moins ce terme parce que je trouve qu'il est assez galvaudé. En tout cas, ce serait l'expression d'une mémoire, d'une fréquence d'âme, d'informations qui sont issues d'autres espaces et d'autres plans et qui demandent à s'exprimer aujourd'hui dans le monde terrestre. Est-ce qu'on pourrait considérer que ces neuroatypies, c'est l'évolution en fait du cerveau humain, tout simplement, un élargissement des modes de perception et de traitement de l'information. J'ai fait aussi pendant un temps de l'hypnose. En hypnose, quand on met les personnes sous imagerie cérébrale, on voit très nettement qu'en hypnose, on active à peu près 20% du cerveau, des zones du cerveau, là où en état de veille, en état ordinaire, comme vous et moi en ce moment, on oscille entre 5 à 10%. Ce qui veut dire que on a encore, même en état d'hypnose, une marge de 80% de zones inactives du cerveau, que certains vont appeler l'ADN poubelle. Euh, Moi, je pars du postulat qu'en fait, on n'a juste pas compris encore comment activer ces zones-là et à quoi elles servent. Un petit peu comme si on avait des fonctions qui étaient encore bridées et qui vont être débridées. Et les personnes qui sont dans ces fonctionnements neuroatypiques, ben, ont peut-être, en tout cas, c'est avéré au niveau neuroscientifique, hein, sur les imageries cérébrales, on sait que ces personnes-là vont actionner des connexions synaptiques et donc c'est-à-dire des liens, des réseaux en fait d'informations au niveau cérébral qui vont être plus importants que d'autres personnes. Donc pour moi, la neuroatypie, c'est plutôt le signe d'une richesse en variation, avec plus de nuances. Ce serait un peu le cerveau 2.0 avec des nouvelles compétences qui sont en train d'arriver dans l'évolution humaine, en fait. C'est pas un trouble, ça serait plutôt une évolution adaptative de l'être humain. Du coup, ça pose quand même, ces neuroatypies, ça pose quand même un défi important parce que l'idée, c'est pas de minimiser en fait les défis que ça peut représenter parce que on est au carrefour. On voit bien qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer aujourd'hui. On est à un carrefour de l'humanité où il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de changer et les changements se font pas toujours dans la douceur et du coup, les personnes qui sont sur ces fonctionnements-là peinent aussi à trouver leur place au regard de la norme actuelle. Donc il ne s'agit pas de sous-estimer l'impact que ça peut avoir, mais plutôt de comprendre en fait comment on peut s'en servir aujourd'hui pour s'harmoniser avec la densité terrestre en acceptant les spécificités qui sont les nôtres
s'harmoniser avec les règles de la dualité qui sont ici présentes sur Terre, et puis apprendre à incarner ce qu'on est dans cette spécificité, dans cette diversité, dans un corps humain. Et donc, encore une fois, moi je ne considère pas ça sous l'angle d'un trouble ou d'une pathologie, mais plutôt d'une adaptation dans laquelle on est. Euh, cette sensibilité, qui n'est pas, à mon sens, seulement neurologique. Elle, dans ce que j'en comprends en tout cas, elle est la manifestation visible actuellement d'informations et de fréquences qui sont des fréquences qui ne sont pas forcément spécifiquement terrestres. Il y a beaucoup de choses encore qu'on ignore sur le fonctionnement, enfin sur le fonctionnement humain, ça c'est sûr, sur le fonctionnement de la Terre, mais aussi sur le fonctionnement du temps, de l'espace. Et on est en découverte par rapport à tout ça, mais on n'est qu'au balbutiement de toutes ces découvertes. Et je pense qu'il y a de fortes corrélations à faire entre ces capacités cérébrales qui se développent et l'organisation, on va dire, de l'univers au sens large. Ces difficultés, alors ces neuroatypies, en fait, elles sont pas sans poser alors elles ont beaucoup d'intérêt et de richesse et de potentialité en déploiement, mais il y a aussi beaucoup de difficultés en fait qui vont être liées à ces neuroatypies dans l'incarnation, parce que ce sont des âmes qui vont être la plupart du temps, en tout cas très souvent, confrontés à ce que moi je vais appeler un refus d'incarnation, ou en tout cas des difficultés d'incarnation importantes, c'est-à-dire une difficulté à trouver sa place dans ce monde, avec un sentiment de décalage important dans son fonctionnement vis-à-vis des autres, une forme d'isolement intérieur, de solitude aussi qui peut être pesante, parce que un fort sentiment le sentiment d'être incompris par les autres, de ne pas pouvoir être dans l'authenticité de qui on est, sous peine d'être rejeté, et donc ce qui va conduire à une forme d'isolement intérieur. Ce sont des âmes aussi qui ont une forte sensibilité, avec des perceptions fines, souvent un fort sentiment d'injustice, qui sont très sensibles aux incohérences, c'est-à-dire cette perception, ce décalage entre ce que je perçois, ce que l'autre me dit, la manière dont il se positionne et ce que je ressens de ce qui se passe à l'intérieur. Ce sont des âmes qui vont être très sensibles aussi à la saturation sensorielle. Donc, vous voyez qu'on retrouve des liens aussi avec le TSA, c'est-à-dire et avec l'hypersensibilité. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont avoir une sensibilité particulière à la lumière, au son, au bruit. Et tout ça va être source d'intense fatigue. Et donc, il y aura besoin de moments aussi de repli pour revenir à un niveau, au niveau de son énergie. Ce sont des âmes également qui vont avoir des difficultés à accepter ce qu'on va appeler les contraintes matérielles. Alors, on peut être dans une forme de rejet des règles sociales, des règles établies, avec une incompréhension du fonctionnement, voilà, de cet espace-temps ici, un rejet des obligations, un rejet de l'autorité, des difficultés aussi avec l'argent, avec la matière, une négligence au niveau du corps qui peut être considérée comme encombrant. Et donc, on va retrouver certaines de ces caractéristiques-là. On va retrouver aussi une forme de fuite mentale avec ce que on va appeler dans notre jargon psy une dissociation, c'est-à-dire c'est-à-dire l'idée qu'on va se sentir spectateur de sa vie, on va avoir la capacité de s'adapter parce qu'on finit par comprendre les codifications du monde dans lequel on est. Donc on va savoir très bien finalement avoir une vie qui va s'apparenter à une vie normale avec un travail, avec des relations familiales, avec on va cocher en fait toutes les cases de ce qui est attendu par la société, avec quand même à l'intérieur la sensation d'être coupé en deux et d'une certaine manière de tricher avec sa vie et avec les autres, parce qu'il y aura un décalage entre ce qui est vécu profondément à l'intérieur et puis ce qu'on peut renvoyer à l'extérieur. Il peut y avoir aussi une forme de fuite dans la dimension spirituelle,
Euh, et ça, c'est un sujet que j'ai bien connu aussi personnellement, c'est-à-dire que à un moment donné, c'est beaucoup plus confortable d'être dans ses rêveries ou dans la perception des mondes extérieurs et les connexions au plan divin et à des plans de conscience plus hauts, ou en tout cas à ceux qu'on suppose être plus hauts, parce que ça vient nourrir quelque chose qui n'est pas nourri sur le plan terrestre, et donc euh, la la consécration au plan subtil et à la dimension spirituelle est aussi une forme de fuite en fait de la réalité qu'on expérimente ici. On va observer aussi un refus de la dualité, c'est-à-dire que sur le plan terrestre, sur le plan d'incarnation terrestre, tout fonctionne dans la dualité, hein, le jour, la nuit, le blanc, le noir, le bien, le mal, voilà, tout est à l'extrême, tout est à l'opposé, à son extrême. Et donc cette dimension de la dualité, elle est extrêmement compliquée. On va plutôt avoir tendance à vouloir se focaliser sur le beau, sur le bien, voilà, sur une idéalisation de quelque chose, en rejetant les opposés et les contraires qu'on a du mal à réunir. On va être aussi en réaction par rapport aux injonctions extérieures, parce qu'elles vont induire une forme de non-sens, beaucoup de frustration, parfois de la colère, avec un refus aussi des conventions qu'on ne comprend pas et qui ne font pas sens. Et en fait, on va être pris dans une ambivalence qui va devenir centrale entre un désir de connexion aux autres, qui va nous mettre dans une forme d'adaptation permanente, versus un désir d'indépendance et de liberté profonde. Et on alterne entre ces deux désirs qui en apparence sont contradictoires et qui effectivement vont nous amener à ce que j'ai appelé dans l'intitulé de enfin peuvent nous amener dans ce que j'ai appelé un burn-out existentiel, qui pour moi est vraiment lié à ces problématiques de refus d'incarnation ou de difficulté en tout cas d'incarnation. Alors pourquoi je parle de burn-out existentiel? Parce qu'on n'est pas sur un burn-out professionnel, on n'est pas sur une dépression, on serait plus sur ce qui, si vous connaissez le terme, sur ce qui s'apparente à ce qu'on appelle un burn-out autistique, qui a des caractéristiques très différentes. Et d'ailleurs, souvent, les burn-out professionnels, enfin ce qu'on utilise, enfin le burn-out, oui, qui va être identifié à partir en fait de l'élément travail, peut amener d'ailleurs à un diagnostic de neuroatypie, parce qu'en fait on se rend compte qu'on n'est pas juste sur un burn-out professionnel, enfin c'est-à-dire quand je dis juste, c'est pas limitatif, mais en tout cas que le point central n'est pas forcément toujours les éléments de divergence et d'absence de sens au travail, mais que finalement, si on remonte un petit peu dans la vie de la personne, on va s'apercevoir qu'il y a un vide existentiel, une difficulté existentielle qui préexiste depuis bien longtemps. Donc tous ces points communs là que je viens de vous résumer, entre ces parallèles que je fais, ces ponts que je fais entre la neuroatypie, les neuroatypies, et puis ces âmes, alors que certains vont appeler starseed ou graines d'étoiles, moi je pourrais dire citoyens du cosmos. En tout cas, voilà, si on dézoome de l'espace de la matière, si on part sur le champ de conscience, sur l'âme, on voit qu'en fait il y a des parallèles entre la manière dont on vit les choses quand on est dans une forme de neuroatypie ici sur Terre et la manière dont l'âme en fait peut éprouver certaines difficultés d'incarnation quand elle vient sur le plan terrestre. Donc ce burn-out existentiel, si je devais en donner une définition, je dirais que c'est l'expression d'un conflit qui peut être profond entre l'être et son incarnation. C'est un épuisement qui va être global et qui est lié à l'ambivalence dont je parlais tout à l'heure, entre le désir d'exister pleinement et puis la difficulté en fait à s'ancrer dans le monde matériel. Et ça va créer un écart permanent dans lequel on va être en train de jongler et qui va induire pas mal d'épuisement. Donc c'est ce sentiment en fait constant d'être tiraillé finalement entre deux mondes. Ça peut donner un sentiment ou des sensations comme je ne sais plus qui je suis.
ça peut donner aussi l'idée de je sais pas pourquoi je me lève le matin, je suis fatiguée avant de me lever le matin, ma vie n'a pas de sens. Je perçois pas en tout cas le sens qu'elle peut avoir et je me sens vide. Je me sens attirée par un ailleurs, mais je suis incapable de définir cet ailleurs. En tout cas, quand la dimension spirituelle n'est pas encore présente. Et même si la dimension spirituelle est présente, c'est finalement, euh, j'ai peur d'être pris pour un fou ou pour une folle, je sais pas comment manifester les choses dans la matière, ou alors j'ai des perceptions, des visions, des ressentis, mais ça c'est dans un espace spécifique, et là je suis dans la matière, dans mon travail, avec ma famille, etc. Et finalement, comment je fais le pont entre les deux? Ben, je sais pas. Donc je suis dans une forme de clivage en fait entre les deux qui génère ce burn-out existentiel. Alors, c'est quoi les mécanismes clés de ce que j'ai appelé le burn-out existentiel? Le premier mécanisme clé, c'est un mécanisme, si vous nous écoutez ici, c'est que probablement vous allez vous reconnaître dans une partie de ces descriptions, c'est le mécanisme de la suradaptation, encore plus présent chez les femmes que chez les hommes, mais il y a aussi énormément de suradaptation chez les hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça on retrouve ça dans le TSA, dans le trouble du spectre autistique, hein, et dans le burn-out autistique notamment, ça veut dire qu'en fait on va adapter son comportement pour entrer dans le moule social et dans le moule familial. Et la plupart du temps, on n'en a pas forcément conscience parce qu'on est tellement habitué à ça depuis l'enfance que c'est un conditionnement qui est devenu tellement habituel qui finit par devenir identitaire. Donc on pense vraiment qu'on fonctionne selon enfin qu'on pense de telle ou telle manière, qu'on fonctionne de telle ou telle manière. En réalité, on répond à des exigences qui ont été imprégnées depuis l'enfance. Et c'est cette forme d'adaptation-là, qu'on va appeler du camouflage ou du masking, si je fais le lien avec le TSA par exemple, cette forme d'adaptation va induire un épuisement, je ne parle pas d'une fatigue, je parle vraiment d'un épuisement, c'est pas la même chose, qui est lié en fait au maintien constant de cette façade-là. Par exemple, ça va être le sourire permanent alors que c'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on vit intérieurement. Ça va être ce qu'on va appeler, si je fais le pont avec la psychologie, ça va être le développement d'un faux self, ce qu'on appelle le faux self, c'est-à-dire ce que je donne à voir est très différent de ce que je vis à l'intérieur. Et progressivement, on va se créer une personnalité comme ça, où on va être entraîné nous-mêmes dans un fonctionnement où on donne à voir aux autres, un peu de manière automatique, ce qu'on pense qui doit être montré, pour être accepté, pour être aimé, pour être reconnu, pour être dans l'appartenance, hein, dans le groupe d'appartenance. Et donc, il y a toute cette identité-là d'un côté, et puis il y a ce qu'on ressent véritablement de l'autre, et ça continue à craqueler de l'intérieur et à être extrêmement souffrant, parce que le décalage va être de plus en plus important entre ce qui est montré à l'extérieur et puis ce qui est profondément ressenti à l'intérieur. Évidemment, du coup, ça a un impact sur l'estime de soi, parce que, et puis sur la sensation de légitimité ou d'illégitimité, parce que ça va donner l'idée qu'on est constamment en train de tricher avec les autres, qu'on triche finalement avec soi-même et qu'on ne sait plus tout à fait qui on est et on finit par se diluer. Euh, donc ça, c'est l'un des mécanismes principaux. L'autre mécanisme clé, un autre mécanisme clé, ça va être le désalignement, et qui est en lien, à mettre en lien avec le refus d'incarnation, c'est-à-dire ce dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, la difficulté à accepter la densité matérielle, la difficulté à accepter la dualité, les contraintes terrestres, les rejets conscients ou inconscients des règles, des routines, des obligations, tout ça va être vécu comme extrêmement pesant, et il va y avoir un mécanisme de rejet qui se met en place. Un désintérêt aussi pour les responsabilités quotidiennes, pour la vie matérielle, et c'est là aussi on peut faire le pont avec ce refuge dans la spiritualité. Et puis cette sensation de flotter entre les mondes et de vouloir finalement rester perché dans la dimension spirituelle sans habiter véritablement son corps. Ça aussi, c'est un des mécanismes clés, c'est que il y a une réelle difficulté à habiter son corps, à être dans le corps, dans la sensation du corps, et on va beaucoup investir la sphère mentale parce qu'on est beaucoup en suranalyse, en compréhension, et finalement on n'habite plus tellement son corps. Et puis il y a cette ambivalence dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, ce tiraillement, c'est je veux être accepté,
Et donc, je vais m'adapter pour répondre aux attentes des autres, je vais me diluer dans l'autre, et en même temps, j'ai ce besoin de rester authentique, mais je sais pas comment faire entre les deux. Ce qui va générer beaucoup d'épuisement émotionnel et mental, qui conduit à ce burn-out existentiel. Alors concrètement, les symptômes, si je reviens sur des choses très concrètes, ça donne quoi? Bah, ça va donner une fatigue chronique et constante malgré le repos. Vous vous levez le matin, déjà fatigué avant même d'avoir commencé la journée, et pourtant vous ne souffrez pas d'apnée du sommeil ou de ce genre de choses. Vous dormez beaucoup, vous vous reposez beaucoup, mais vous êtes constamment fatigué. Vous êtes irritable. Ou alors l'hypersensibilité est poussée à l'extrême, rien vous fait réagir, il y a vraiment une réelle difficulté de régulation des émotions. Il y a une difficulté à se concentrer ou à agir, ce qui peut engendrer ce qu'on va interpréter comme étant de la procrastination. Mais en réalité, on n'est pas tout à fait sur ce terrain-là, c'est simplement, ça donne cette idée-là parce qu'en fait, on est tétanisé, paralysé, dans ce tiraillement entre euh, j'ose pas m'exprimer librement, j'ose pas être qui je suis, en même temps j'en ai envie, mais en même temps je veux répondre aux normes de la société, puis en même temps je veux être différente parce que je sens bien que ça me correspond pas, et du coup en fait ce qui se passe c'est qu'on est totalement tétanisé et qu'on ne sait même plus, on a du mal aussi beaucoup à identifier ses besoins et à pouvoir les nommer. On a énormément de difficultés à poser ses limites parce que bah, évidemment, comme on est en recherche d'acceptation depuis toujours, bah, poser ses limites, ça veut dire accepter de décevoir, accepter de pas répondre aux attentes supposées de l'autre. Et donc ça aussi, ça met vraiment en difficulté. C'est aussi dans les symptômes, alors je mets symptômes avec des guillemets, mais le sentiment d'être déconnecté de sa vie ou déconnecté des autres, un sentiment de décalage constant, avec beaucoup de solitude, le sentiment de ne pas être compris. Euh, et ça induit une grande frustration parce qu'on va tenter d'expliquer, soit on est dans une posture de repli où on se dit bon, ça sert à rien que j'explique, de toute façon ça va pas être compris, ou alors on est dans une tentative de justification avec une grande frustration parce que de toute façon le discours n'est pas reçu à la hauteur de ce qu'on a envoyé. On vit dans une surcharge sensorielle, émotionnelle et mentale qui est constante et qui épuise énormément. On se sent désaligné entre ce qu'on ressent profondément et ce qu'on peut manifester. On sent qu'il y a vraiment un écart entre ce dont on aurait envie, même si on a du mal parfois à mettre des mots sur ce dont on aurait envie, puisqu'on ne se connaît pas vraiment. Mais on sent qu'il y a un décalage entre la réalité de ce qu'on pourrait être et puis finalement là où on en est. Ça peut aussi conduire à des crises d'angoisse ou à un vide existentiel. Et puis parfois, il va y avoir un recours à une anesthésie externe, alors en passant par les addictions, ça peut être l'alcool, ça peut être la nourriture, ça peut être les écrans, euh, des tentatives de fuite en fait pour supporter la densité terrestre. Et puis, ça peut générer aussi une forme de dépendance affective. Puisque je ne comprends pas les codes depuis très tôt et que j'observe le monde par imitation et que je m'adapte, je vais m'appuyer sur un pilier que sera l'autre. Alors ça peut être dans l'enfance, ça peut être les amis, un ami. Ensuite, ça peut être la relation amoureuse, affective. On va avoir une facilité à investir l'autre dans la relation à deux, plus de difficultés à investir le groupe parce que ça demande de gérer beaucoup en fait d'énergie différente et donc on arrive à saturation, donc la relation à deux est plus facile et on va pouvoir avoir tendance à surinvestir l'autre puisque du coup ben moi je ne suis pas adaptée, je ne sais pas comment m'adapter, etc., mais l'autre en face, lui, il a l'air de savoir comment vivre ici, il a l'air de savoir comment ça se passe, donc je vais lui donner mes clés, je vais lui donner les clés de mon pouvoir intérieur et au fur et à mesure de la construction, ben, on peut tomber sur un schéma de dépendance affective parce qu'on remet les clés de notre pouvoir à l'autre en diluant complètement ses propres besoins et en continuant à générer un schéma où on est perpétuellement insatisfait parce que l'autre ne répond pas aux besoins de compensation qu'on a. Et puis l'absence de connaissance et de reconnaissance de ses véritables besoins et envies, mais ça je crois que je l'ai déjà dit. Alors maintenant qu'on en est là, comment on fait à partir de ce constat-là? Maintenant qu'on a identifié tous les critères, c'est comment on fait pour exister pleinement dans un monde qui n'est pas programmé pour soi. Ou du moins, c'est ce qu'on pense. Parce que
quand même, si on est là aujourd'hui, c'est que possiblement notre âme, elle a pu le choisir. Et que, alors, une, en guidance intérieure, à un moment donné, il y a déjà quelques années, je sais plus sur quel défaut je voulais travailler, mais enfin, il y avait quelque chose que j'aimais pas chez moi. Enfin, il y avait plein de choses que j'aimais pas chez moi, mais notamment, je voulais travailler à ce moment-là sur une des choses. Et donc, en guidance, je reçois un message de mon âme qui explique ce que tu appelles défaut, moi je le nomme caractéristique. Parce qu'en réalité, je me souviens de ce qu'elle m'a dit, parce qu'en réalité, j'ai choisi absolument toutes tes caractéristiques et elles te sont toutes utiles pour ton évolution ici. Bon, quand j'ai entendu ça, ça m'a quand même enlevé une forme de culpabilité importante parce que de me dire que finalement j'avais pas de défaut, j'avais pas non plus que des qualités, mais que j'avais que des caractéristiques qui étaient importantes en fait par rapport à ce que mon âme était venue expérimenter ici. Du coup, ça a permis d'apaiser et de pacifier un petit peu les choses. Donc, l'idée, c'est avec tout ça, finalement, comment on fait concrètement dans ce fonctionnement neuroatypique, dans cette idée que peut-être ben, notre âme, elle n'a pas expérimenté qu'un seul plan de conscience et que du coup, elle a une teinte vibratoire, une touche vibratoire qu'elle souhaite densifier dans la matière, qu'elle souhaite amener dans la matière, mais qui n'est pas forcément euh, fluide initialement, en tout cas dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'ajustement à opérer. Comment on fait, en fait, finalement, pour vivre ici en tant qu'être humain et pour aimer, j'ai dit un gros mot, mais pour aimer être dans l'incarnation quand on est sur ce registre-là. Bah, la première des choses, c'est déjà d'en prendre conscience, c'est-à-dire d'accepter l'idée que, ben, je prends souvent cet exemple-là avec les personnes, euh, je vois des jonquilles là en face de moi chez moi, si je suis une jonquille, c'est d'accepter l'idée que je serai jamais une rose. Et c'est d'arrêter de regarder la rose en pensant que la rose est plus belle que la jonquille. C'est déjà de pouvoir se dire, ok, je suis une jonquille, donc j'admire la rose en face, je la trouve magnifique, elle est superbe, mais je suis une jonquille et la rose non plus ne pourra jamais être moi. Donc c'est déjà, je tourne mon regard vers moi et j'observe qui je suis. Je sors de cet état de comparaison permanente avec les autres et je vais déjà comprendre comment je fonctionne. Et quand je dis comprendre comment je fonctionne, c'est que souvent il y a l'idée quand même que il y a l'idée de la norme, des conventions, de ce qui est bien, de la bienséance, de ce qu'il faudrait être, etc. Donc effectivement, ça s'est véhiculé beaucoup par l'extérieur, mais on l'introjecte complètement. Et on pense qu'en fait, c'est nous le problème. Donc l'idée, c'est de sortir de cette idée que c'est nous le problème et qu'on ait un problème à régler. Mais plutôt de se dire, ok, je fonctionne de cette manière-là, euh, je vais apprendre de mon fonctionnement, je vais apprendre à valider mon fonctionnement et à le reconnaître comme tout aussi valable et valeureux que le fonctionnement de quelqu'un d'autre. Donc, pour sortir de cette hyper-adaptation permanente, la seule solution, c'est de commencer déjà par observer déjà ses propres mécanismes de fonctionnement et par les valider. Ensuite, ça va être de comprendre comment on fonctionne véritablement, mais sur un plan élargi. En tout cas, c'est ce que je propose, parce que ça a été mes prises de conscience à moi et c'est ce qui m'a aidé aussi à évoluer. C'est-à-dire que j'ai dézoomé aussi c'est à la fois comprendre comment on fonctionne sur le plan humain, psychologique, mais c'est aussi dézoomer de ça et comprendre le fonctionnement sur un plan plus large, sur le plan global de la conscience, c'est-à-dire les interactions entre la vibration, l'énergie, les champs de conscience, les plans de conscience et moi ici incarné sur Terre. Parce il y a des corrélations, il y a des correspondances, il y a euh, l'un n'est pas séparé de l'autre. Et si je veux comprendre le fonctionnement que j'ai moi ici sur Terre, je vais devoir le comprendre aussi en incluant des éléments plus vastes. En tout cas, ceux qui me sont accessibles. Alors, comment du coup, en tout cas, quel est le chemin que moi j'ai emprunté?
dans ce champ de conscience pour comprendre un petit peu l'être humain à partir de qui je suis ici, mais aussi qui je suis sur un plan plus élargi, et puis c'est quoi la raison de tout ça et comment je peux trouver ma place ici. L'idée, c'est que c'est qu'il y a des interactions, comme je disais tout à l'heure, entre qui je suis ici, moi, Amandine, et puis qui je suis dans d'autres espaces. Et comment ces espaces s'interpénètrent, et comment, en fait, je peux me nourrir d'un espace à un autre pour vraiment venir incarner ici, dans la densité de mon corps, ce que je suis ici, mais aussi ailleurs. Comment je peux réunir l'ensemble. Et pour moi, le chemin, ça a été de passer par ce que j'appelle la mémoire cellulaire, c'est-à-dire que dans la perception que j'ai des choses, moi je vois les personnes et les énergies comme un champ informationnel, un codage informationnel. Et l'être humain qu'on est, on est agi par une programmation, par des programmations en fait, des informations quantiques, des informations du champ de conscience, comme des codes, comme des codifications. Alors j'y connais rien en programme informatique, en programmation informatique, mais je peux imaginer que c'est probablement un petit peu comme ça. Ce sont des codes, des lignes de code. Donc on est agi par des lignes de code. Et ces lignes de code vont faire que je vais avoir telle personnalité, que je vais être réactive à telle blessure, que je vais aimer telle chose, etc. Et ces lignes de code, et là ça rejoint la neuroplasticité cérébrale, elles sont sans cesse en évolution en fonction de ce sur quoi on pose notre attention aussi. Ces lignes de code, elles ne sont pas spécifiquement liées à nous ici dans cette incarnation-là. C'est-à-dire que oui, il y a tout notre champ expérientiel de ce qu'on a expérimenté dans cette incarnation, mais il y a aussi toute la codification qui va être liée aux aspects transgénérationnels, donc aux lignées qui nous ont précédés. Il y a toute la codification qui est en lien avec les mémoires de notre âme, donc dans les différentes incarnations qu'on a pu avoir, y compris sur d'autres plans que celui de la Terre, parce qu'il n'y a pas que le champ terrestre, en tout cas à ma connaissance et de mon expérience. Et ce sont toutes ces intrications-là qui rentrent en ligne de compte les unes avec les autres et qui viennent se fixer. Alors, je dis la mémoire cellulaire pour simplifier, ça a à voir aussi avec l'ADN, mais pas que, parce qu'on a aussi des codifications sur les champs subtils, c'est-à-dire les enveloppes qui entourent notre corps physique, enfin qui sont dans et autour de notre corps physique, et donc il y a des intrications avec le plan causal, le plan astral, etc. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, donc je peux pas développer tous ces aspects-là. Mais pour moi, voilà, c'est prendre en compte toutes ces dimensions-là, et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire à partir de l'être humain que nous sommes, parce que tout est codifié dans nos cellules, dans notre corps. Donc tout est accessible ici, maintenant, et si je veux résoudre un schéma répétitif qui date de je ne sais pas combien de générations antérieures, eh ben je peux le faire depuis cette incarnation ici, là, maintenant. Mais comme je dis toujours, quand on a l'information, quand on sait comment ça fonctionne, c'est facile. Quand on ignore comment ça se passe, quand on n'a pas les infos, ben on peut patauger longtemps. Donc la première chose, c'est de pouvoir apprendre à se connaître. Mais à se connaître, à élargir de plus en plus le champ de connaissance et de conscience qu'on a du fonctionnement de l'être humain en l'observant de manière un petit peu plus large que simplement notre réalité de la densité de la matière ici, notre travail, les enfants, la voiture, la maison, etc. Voilà, donc c'est avoir cette vision-là élargie. Ensuite, quand on a notion de tout ça, la reprogrammation au niveau des mémoires cellulaires, elle est extrêmement facile à faire. Facile à faire à condition qu'on ait envie de modifier en fait cette configuration-là. Parce que tout part de nous, tout part de notre intention, qui est une vibration, qui va émettre elle aussi une codification. Et c'est nous en fait qui décidons si on change ou si on change pas ce truc-là en nous. Ensuite, comment on fait? Eh ben, en fait, on est dans un état de résistance permanente à la matière, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vraiment atterri sur Terre. On est là et on a l'impression de subir notre vie. Euh, on voudrait qu'elle se passe mieux, donc on voudrait plus d'abondance, on voudrait plus de joie, on voudrait plus, voilà, moins de lourdeur, etc. Et en même temps, on est en résistance à la dualité en permanence.
C'est-à-dire que on voudrait que ça aille que dans le sens qu'on veut, mais sans accepter les codes ici sur Terre. Et le code ici pour lequel on a dit oui, l'un des codes, c'est la dualité. On a voulu faire ce choix d'expérience-là, et en même temps, on le refuse au quotidien. Donc il y a cette acceptation à avoir de, ok, je suis dans cet espace-temps qu'est la Terre, et dans cet espace-temps, il y a aussi des règles qui sont en corrélation avec les règles universelles, mais qui ont leur spécificité, elles aussi. La Terre est neuroatypique aussi, d'une certaine manière. Elle a ses règles de fonctionnement, et nous, on voudrait faire comme si elle n'existait pas parce que ça nous arrange pas. Donc, l'idée, c'est de dire oui à tout ça. Non pas oui, j'accepte parce que j'aime ça et que c'est facile, mais oui, je comprends que ce sont ces règles-là. Je comprends que, même si je m'en rappelle pas, j'ai signé pour venir là, et que oui, les règles ici, c'est ça. Alors, je vais apprendre à jouer avec ces règles-là en arrêtant d'être en résistance tout le temps, parce que quand je suis en résistance, je mobilise une part de mon énergie qui va être dilapidée ailleurs que là où j'en ai besoin. Donc, tant qu'il n'y a pas cette acceptation de OK, je suis sur Terre et je vais apprendre à prendre plaisir à être sur Terre, même si j'aime pas tout ce qui se passe, même si je trouve que il y a des choses qui font pas sens, même s'il y a énormément d'injustice, avec tout ça, je vais apprendre à aimer être là et je vais apprendre à jouer avec ces codes-là. Et puis, c'est sortir de l'idée, donc l'une des clés aussi, c'est de pouvoir sortir de l'idée que ici, sur Terre, c'est moins bien qu'ailleurs. Quand on est dans cette conscience, quand on a reconnecté avec cette... Alors, quand on reconnecte, alors il y a deux cas de figure. Soit on est dans une forme de neuroatypie et du coup on n'a pas réouvert cette dimension spirituelle ou cette dimension du champ de conscience et du coup on est extrêmement malheureux parce qu'on se sent coupé de tout. Soit on a réouvert la dimension spirituelle et il y a le risque aussi qu'on s'y perde. Ça a été mon cas à un moment donné aussi, c'est-à-dire qu'en fait c'est tellement plaisant d'être ailleurs et on pense tellement que ici c'est moins bien qu'ailleurs que du coup on va passer notre temps à plus être là. Et donc, si on veut être bien ici, c'est pas possible en fait de pouvoir trouver sa place ici, d'incarner vraiment sa dimension vibratoire avec sa teinte unique et d'accepter que ici je suis une jonquille ou ici je suis une rose et je vais déployer toute les effluves de la rose ou de la jonquille avec toutes ses possibilités. Ça, je peux pas le faire si je me dis que l'herbe est plus verte dans d'autres dimensions. Donc j'accepte que ici pour l'instant je suis là. Et donc je vais être là complètement avec mon corps, avec ma tête, avec mon cœur. Je dis oui. Je dis oui. Ça veut pas dire que je me résigne. Je dis oui, c'est un vrai oui. Et c'est un oui même pour ce qui me plaît pas. Et après j'apprends à faire avec ça. Et j'apprends comment je me déploie au milieu de tout ça. Euh, Ensuite, du coup, ça permet de pouvoir rayonner vraiment. En fait, ce sont les préalables au fait de pouvoir ensuite, à partir de tout ça, pouvoir déployer la vibration qui est la nôtre et du coup, pouvoir inspirer aussi d'autres personnes. Et pour pouvoir inspirer d'autres personnes, pour que d'autres ressentent l'énergie qui est la nôtre, il faut que nous, on se mette au centre de notre propre énergie. Il faut qu'on se dise oui à nous-mêmes, oui dans qui on est, et pas bah non, je voudrais être autre chose, mais en même temps je me sens à part et je me sens différent. J'ai une mission et de toute façon les autres peuvent pas comprendre. Enfin voilà, on se met dans une posture aussi de c'est-à-dire que la juste posture, elle est ni dans la supériorité ni dans l'infériorité, parce qu'en fait, les deux, ce sont les mêmes blessures. On est aux deux extrêmes d'une même blessure. Donc c'est comment je reviens au centre de tout ça. Je suis ni plus ni moins, mais je suis juste moi avec ma touche à moi, et ma touche à moi, même si on essaie de l'imiter, il y a personne d'autre qui pourra faire du moi. Et je peux admirer le moi des autres, d'autant plus que je suis dans l'acceptation de mon moi à moi. Et là, à partir de ce moment-là, on est dans notre alignement entre terre et ciel, on est dans notre axe d'humanité, en acceptant donc ce que mon âme m'a défini comme des caractéristiques, c'est-à-dire c'est ni des défauts ni des qualités, c'est ma touche vibratoire qui se déploie avec certaines caractéristiques. Et là, on peut rayonner à partir de ce qui nous met en joie, à partir de ce qu'on est venu offrir aux autres, mais qu'on est déjà venu s'offrir à soi-même en fait.
C'est déjà de retrouver le chemin de soi pour pouvoir déployer ensuite pleinement qui on est euh, dans cet espace qu'est la matière. Parce que c'est ça en fait que notre âme, elle a envie d'expérimenter. Elle a envie d'expérimenter comment c'est d'être dans sa touche vibratoire, mais dans un corps, et de pouvoir le manifester dans la matière. Je prends souvent l'exemple du soleil avec les personnes que j'accompagne. Le soleil, lui, il se plie pas en quatre, il se coupe pas en morceaux, il est pas dans des sacrifices de lui-même en disant ah bah tiens, je te plais mieux si je suis de cette manière-là, tiens, je te donne un morceau de moi et je vais le conformer à ce que tu veux. Ah tiens, toi tu veux autre chose, je prends un rayon je prends un de mes rayons et je te le donne. Tiens, ah bah toi t'as besoin de ça donc je vais te donner un autre morceau de moi. Si on fait ça, il y a plus de soleil au bout d'un moment. Le soleil, il n'est pas en train de se poser la question toute la journée de savoir à qui il fait du bien ou à qui il en fait pas. Il s'en fout. Il est juste dans sa complétude. Et après, c'est nous qui choisissons d'en profiter ou pas. Il y a des gens, ils vont pas prêter attention au soleil. Il y en a d'autres, ils vont se dire ah, ça y est, le printemps revient, ça fait du bien. Les plantes vont pousser grâce au soleil. Le soleil, même quand il est caché derrière les nuages, il existe toujours. Il ne se pose pas la question de la conscience qu'il a de lui-même. Donc, c'est à nous d'être dans notre entièreté, dans notre intégrité, et ensuite, les autres en bénéficient ou pas, en fonction aussi de leurs besoins ou pas, parce qu'on ne peut pas correspondre, en fait. Notre touche vibratoire ne peut pas être vue, ressentie par tout le monde. Et ça, c'est aussi une réalité à accepter. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas quelqu'un de bien ou qu'on n'essaie pas de faire au mieux. C'est aussi de pouvoir accepter dans cette dimension de dualité ce qu'on va appeler nos parts d'ombre, c'est-à-dire ce qu'on n'aime pas en soi, ou nos blessures, ce qu'on s'évertue à vouloir cacher, à vouloir masquer aux autres, et ce qui nous fait sortir de notre authenticité. Parce qu'en fait, on ne peut pas toucher notre authenticité si on n'est pas dans l'acceptation de nos parts de vulnérabilité. C'est ça qui fait qu'on est intègre et entier. Voilà. Et puis du coup, bah, si je devais donner une phrase de conclusion, je dirais que le défi, en fait, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est plutôt d'oser être pleinement ce qu'on est dans un monde qui ne nous apprend pas comment faire. Et donc, c'est à nous de trouver notre mode d'emploi pour savoir comment on a envie de faire dans ce monde à partir de qui on est. Voilà. Et puis, du coup, je vais m'arrêter là. Je sais pas si on a le temps pour quelques minutes pour des questions, s'il y en a.